Le Conseil des ministres a examiné plusieurs points au nombre desquels le réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017, le développement de l'économie numérique, la modernisation de la fonction publique et les récents incidents d'Adiaké. Ce 8 février, le monde entier célèbre la journée internationale de l'épilepsie, maladie définie comme étant une affection neurologique. Dans le monde, plus de 50 millions de personnes souffrent de la maladie. En Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Nous en parlerons dans quelques instants. Fin de parcours pour deux coupeurs de route qui sévissaient dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés à Korogo. L'opération a été menée par les éléments de l'unité de lutte contre le grand banditisme. Dans ce journal, nous irons en Somalie. Ce pays a un nouveau président. Mohamed Abdullahi a été élu ce mercredi au second tour par les parlementaires. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par le palais présidentiel où le Conseil des ministres a échangé sur plusieurs points à l'ordre du jour, au nombre desquels le réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017, le développement de l'économie numérique, la modernisation de la fonction publique, mais surtout les incidents d'Adiaké. Compte rendu à Ouattouré. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 9 février sous la présidence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, s'est prononcé sur les manifestations des forces spéciales à Adiaké. Ces incidents ont été effectivement occasionnés par quelques éléments établis à Adiaké, qui, dans la journée d'hier, ont tiré en l'air et occasionnant donc la fermeture des commerces, troublant évidemment l'activité économique dans la ville d'Adiaké. Le gouvernement a évidemment immédiatement entamé les discussions avec les soldats concernés. Il est même prévu qu'une délégation de ces militaires soit reçue par le ministre de la Défense également, pour dire que les discussions ont lieu. Mais le gouvernement tient ici à dire quand même qu'il condamne et qu'il déplore ces formes violentes de revendication. L'idée, c'est, quand il y a des choses qui ne vont pas, d'alerter et d'alerter de façon paisible la hiérarchie concernée, de façon à ce que les problèmes soient remontés, s'il le faut, jusqu'au Conseil des ministres, s'il le faut, jusqu'au président de la République. Mais dans tous les cas de figure, l'idée, c'est de dire calmons les choses et discutons chaque fois qu'un problème se pose. Parce que malheureusement, chaque fois qu'il y a des revendications dans ces formes, c'est des blessés. Malheureusement, il y en a eu encore deux hier. Et au-delà, ce type de revendications, malheureusement, trouble l'activité économique. Tout cela, malheureusement, ternit l'image de notre pays. Pour une meilleure préparation des examens de fin d'année, le gouvernement a pris la décision de réaménager le calendrier scolaire 2016-2017. Suite à la grève des fonctionnaires qui a occasionné 15 jours de suspension des cours au niveau de l'enseignement général et technique, ainsi que de la formation professionnelle, un réaménagement du calendrier scolaire 2016-2017 a été rendu nécessaire. Ce réaménagement se traduit notamment par la suppression des congés de février, par la réduction des congés de Pâques, initialement prévus du 12 au 24 avril. Donc ces congés de Pâques sont désormais réduits du 12 au 17 avril. Tous ces aménagements permettront en principe de maintenir inchangées les dates des examens scolaires de fin d'année. Autrement, il faudra rogner sur les grandes vacances scolaires ou éventuellement, si les pertes sont plus importantes, ou éventuellement envisager la non-validation de l'année scolaire 2016-2017, ce que personne ne souhaite. Bâtir une administration moderne au service du citoyen, un processus enclenché avec la création d'un observatoire du service public. C'est un organe de veille permanent, logé au sein du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
dont la mission est de constater l'efficacité et la transparence du service public par l'écoute, le recueil des plaintes des usagers et le suivi de ces plaintes. Avec l'adoption du projet de loi sur la société d'information, le Conseil entend accroître l'impact des TIC sur le développement humain. Ce projet de loi vise à établir en Côte d'Ivoire les principes d'une société de l'information inclusive, sécurisée à dimension humaine, propice au développement économique, social et culturel de notre pays. Il a également pour objectif d'améliorer le cadre de développement du secteur des TIC par l'institution d'une commission nationale chargée de mettre en cohérence toutes les initiatives publiques en matière économique et sociale. Dans le cadre toujours du développement de l'économie numérique, le gouvernement a fait le point sur la mise en œuvre du programme de gouvernance électronique. Dans l'actualité nationale figure la prise de fonction officielle de nouveaux chefs de corps de l'école de gendarmerie d'Abidjan, de la 1e Légion de gendarmerie territoriale, de la 1e Légion de gendarmerie mobile et du groupement d'intervention et de sécurité. Il s'agit respectivement des colonels Bakayoko Lassana, Yeo Ousmane, Mbaya Patrick Alexandre et du lieutenant-colonel Bassanté Badara Ali. Rappelons que ces nominations s'inscrivent dans le cadre de la volonté du chef de l'État de construire une nouvelle armée, une armée républicaine au service de la population, au service du pays. Les nouveaux chefs de corps se sont engagés à accomplir leur mission avec abnégation, dévouement, mais surtout professionnalisme. Parlons maintenant de l'affaire qui alimente depuis quelque temps l'actualité nationale, l'affaire agrobusiness. Pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre cette crise entre souscripteurs et entreprises d'agrobusiness, une émission débat a été organisée hier en direct sur RTI autour du thème « L'agrobusiness, opportunité ou anarque ». Francis Boifou, notre reporter, revient sur les temps forts de ce débat. Quand on aura tout simplement très bien. Alors donc, M. Ouattara, vous avez la parole. Nous avons écrit au Mais Mme Kofi, je serai obligé de vous arracher la parole parce que nous disciplinons le plateau. Après 50 minutes de débat entre les représentants des entreprises d'agrobusiness, les souscripteurs et l'État, on en sait plus sur le phénomène d'agrobusiness. Chacun avait des positions à défendre ou des explications à donner. Depuis un mois, les 22 milliards de francs CFA disponibles sur les comptes des entreprises d'agrobusiness ont été gelés après une enquête. On a constaté que les réalisations agricoles, quand elles existent, ne peuvent pas justifier les masses d'argent qui viennent. Je donne un exemple très simple. Il y a une des structures la plus grande qui a déclaré avoir 300 hectares à Koriakro. Nous sommes allés, on a vu que 15 hectares réellement défrichés sur les 300 hectares. On allait à Kanianso vers Famiankro. Il n'y a que 3 hectares de fait là-bas. À Bessedi-Briand, il n'y a que 8 hectares. Donc, aucun promoteur d'agrobusiness n'a démontré que c'est les ressources qui brassent reviennent de l'agriculture. Le capital investi par les souscripteurs s'élève à 66 milliards de francs CFA pour 660 milliards de retours sur investissement. Que nous soyons remboursés par nos RSI. La décision prise par le groupe de travail et le groupe d'éveil est contre nos souscripteurs et non contre les entreprises agrobusiness. Parce que c'est nous qui subissons la conséquence directe de cette saisine et de gel des avoirs. Je pense que ces mesures ont été prises dans l'intérêt des souscripteurs. On dit qu'il y avait 66 milliards, on en a retrouvé 22. On dit que c'est une activité dont on n'a pas encore le mécanisme parce que ça peut avoir un caractère illicite. On vient de partager le point de vue. La première chose qu'on fait, on prend une disposition pour sécuriser, je vais dire, d'abord le secteur, mais surtout les souscripteurs. Parce qu'après, les mouvements de divagation financiers, je vais dire, vous allez les retrouver ailleurs. Des échanges, on note l'engagement des entreprises d'agrobusiness d'assainir le secteur. On veut fiscaliser la corporation, on veut travailler avec tous les acteurs du secteur, être encadré parce qu'il y a une intelligence économique aussi qui s'est fondée autour de ça, que nous aimerons bien vous expliquer, et puis mettre ça vraiment à profit. Tout compte fait, il existe une possibilité de fédérer les intentions. Je crois qu'il faut avoir déjà le même niveau d'information, le partager, en ayant à l'esprit que le plus important, c'est de trouver la bonne solution pour tous ceux qui ont créé des conditions aujourd'hui, qui ont des difficultés pour rentrer, pour recouvrer leur épargne. Ce débat a permis de comprendre la volonté des souscripteurs
des responsables d'agrobusiness et de l'État de résoudre au mieux la crise qui secoue le secteur. Environ 36 700 souscripteurs sont concernés. Le comité de veille invite tous les souscripteurs à rester calmes et sereins. Il rassure par la même occasion que le remboursement du capital investi par chaque souscripteur se fera avec leur implication et seront des règles qui seront connues de tous. Le groupe de travail sur le phénomène d'agrobusiness au ministère de l'économie et des finances travaille à une issue heureuse de la situation. Et pour être complet, sachez que la représentante des sociétés d'agrobusiness à cette émission débat, Michel Yapokofi, a été entendue aujourd'hui pour les besoins de l'enquête, mais contrairement aux informations qui circulent, elle n'a fait l'objet d'aucune arrestation. Madame Yapokofi est donc bel et bien libre. Le reste de l'actualité avec tout d'abord la célébration ce mercredi 8 février de la Journée internationale de l'épilepsie. Dans le monde, environ 50 millions de personnes souffrent de la maladie. Près des 3/4 des personnes affectées dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires ne bénéficient pas du traitement. Alexis Ouedraogo nous en parle. L'épilepsie, environ 50 millions de personnes vivent avec aujourd'hui dans le monde. À l'échelle mondiale, la maladie est diagnostiquée chez un peu moins de 3 millions de personnes chaque année, un chiffre en hausse dans les pays à faible revenu. Indexées, les maladies endémiques telles que le paludisme ou encore les lésions liées à des accidents comme ceux de la route ou même des grossesses. Si la prévention est impossible pour une certaine forme de la maladie, des mesures peuvent être prises pour éviter les causes connues d'épilepsie secondaire. Parmi elles, la prévention des traumatismes de la tête pour éviter l'épilepsie post-traumatique, l'amélioration de la qualité des soins prénataux pour réduire les cas d'épilepsie dus à des traumatismes à la naissance. Par ailleurs, bon à savoir pour les parents, faire baisser la température d'un enfant fiévreux peut réduire le risque de crises fébriles qui peuvent souvent déboucher sur des cas d'épilepsie secondaire. L'épilepsie représente 0,75% de la charge mondiale de morbidité. Après cette présentation faite par Alexis Ouedraogo, sachez qu'ici en Côte d'Ivoire, 7% de la population est atteinte de l'épilepsie, qui reste encore une maladie très peu connue dans le pays, nous dit Sita Soro. Cris, convulsions, bave, perte de connaissance, cette mère les vit au quotidien à chaque crise d'épilepsie de son fils. Né d'une grossesse gémellaire, l'un des jumeaux a manqué d'oxygène à la naissance, d'où est partie sa crise d'épilepsie. Pendant l'accouchement, lorsque le premier est sorti, lui il est sorti un peu irrité, puis il n'a pas pleuré. Les crises ont commencé à l'âge de 1 an, 6 mois. Et comment ça s'est présenté? Bon, la première fois, c'était dans la journée, environ de midi. Il est tombé, il a commencé à convulser, puis il a commencé à baver. Donc les grands-parents avaient dit que c'était les maladies d'oiseaux. Puis bon, après ça, on est parti à l'hôpital, puis on est revenu à la maison. On dit que c'était un palud, puis c'est fini. L'épilepsie est une maladie neurologique qui se caractérise par un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau. La personne atteinte d'épilepsie peut tomber et éprouver des contractions musculaires et convulser. Elle va se manifester par des signes cliniques. Ce qu'on connaît, c'est la grande crise. Antérieurement, on parlait de crise grand mal. Dans les techniques, on parle de maladie de l'oiseau. La personne pousse un grand cri, elle tombe et puis elle est agitée avec les secousses des membres. Ça, c'est la crise la plus importante qu'on connaît. Et sinon, les manifestations sont très nombreuses en fonction du territoire du cerveau qui est en crise. C'est un problème de décharge électrique. Il existe 3 catégories d'épilepsie que sont les épilepsies secondaires ou symptomatiques liées à une lésion cérébrale, les épilepsies idiopathiques, souvent liées à une prédisposition génétique, et les épilepsies cryptogénétiques, dont les causes restent inconnues. Ce sont plus de 50 millions d'épileptiques dans le monde, soit 5% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, ce chiffre est de 7%. La maladie est plus fréquente dans les pays en développement et les plus touchés sont les enfants et les personnes âgées. Les enfants, parce que à cause de toutes les infections, telles que le paludisme, toutes les méningites, et puis le cerveau est encore fragile. Et puis les personnes âgées, vous savez que les personnes âgées, hypertendues, diabétiques,
ils font des accidents vasculaires cérébraux ou bien ils ont des tumeurs, ils ont des cancers du cerveau. Et ces personnes-là, mais c'est surtout chez les enfants, c'est plus marqué. Les taux peuvent aller en Afrique ou bien dans les autres pays en développement où les taux peuvent être supérieurs à 10% et même voire plus. Les conséquences de l'épilepsie peuvent être dangereuses et mortelles pour le patient. L'épilepsie en soi ne tue pas, mais les conséquences de l'épilepsie peuvent tuer. Parce que vous savez que dans la grande crise, par exemple, l'enfant a la respiration bloquée, il ne respire pas. Alors, si la crise se répète ou elle se prolonge pendant longtemps, le cerveau va manquer de son oxygène, de son glucose. Et là, si la crise se prolonge, elle peut tuer. Pour cela, il existe plusieurs traitements afin de réduire les risques, voire guérir la maladie. Il y a plusieurs types de traitements. Il y a les anciens médicaments. On a 4 classiques qu'on avait ici, accessibles parce que peu coûteux. Et puis, de plus en plus, il y a des nouveaux médicaments qui ont été fabriqués avec le développement de la science. On connaît maintenant la physiopathologie et on essaie de bloquer ces crises sur le plan physiopathologique. Alors, il y a certains médicaments qui ne sont pas très coûteux. Par exemple, le phénobarbital. C'est le moins coûteux, l'OMS le conseille. Pour déclarer quelqu'un guéri et pour commencer à arrêter son traitement, il y a des règles. 2 ans sans crise. Quand on met le traitement, si la personne a passé 2 ans sans faire de crise, alors on commence à diminuer, on n'arrête pas brutalement, jamais. On diminue progressivement jusqu'à déshabituer son cerveau de ce médicament. Toutefois, des préjugés existent sur la maladie, notamment la contamination. Nombreuses sont ces personnes qui pensent que l'épilepsie est une maladie contagieuse, d'où la stigmatisation des épileptiques. À ce propos, le professeur rassure. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que la crise d'épilepsie, l'épilepsie n'est pas contagieuse. Parce que ce n'est pas une infection pour contaminer. C'est une décharge électrique, c'est un court-circuit qui se passe dans la tête de la personne, soit peut-être parce qu'elle a fait une maladie, soit parce qu'elle a une lésion. Le cerveau a souffert, il a laissé une lésion, une cicatrice quelque part. Et ça se passe dans la tête de la personne, mais pas dans la tête de celui qui va le toucher. Donc on peut manger avec un épileptique, on peut manger dans la même assiette, avec les mêmes verres, les mêmes assiettes, les mêmes cuillères. Depuis le début de son traitement, cet enfant va de mieux en mieux et les crises sont devenues moins fréquentes. Aujourd'hui, il mène une vie presque normale. Aujourd'hui, ça va. On dit pendant 2 ans. Si on suit bien le traitement, il sera guéri. Les crises d'épilepsie ou encore maladies de la honte peuvent être évitées. Pour cela, il est important d'être assidu dans le traitement et éviter des facteurs déclenchant des crises tels que le manque de sommeil et la consommation excessive d'alcool. On peut dire que vous savez maintenant tout sur l'épilepsie. Des représentants de 14 pays sont ici en Côte d'Ivoire pour débattre autour de l'infertilité. Ce 6e congrès du groupe interafricain d'études, de recherche et d'application sur la fertilité a pour thème principal éthique et infertilité. Les participants tenteront d'expliquer les raisons de l'infertilité et feront le bilan de l'exploration et du traitement du sperme. Fin de parcours pour 2 coupeurs de route qui sévissaient dans le nord de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés à Korogo. L'opération a été menée par les éléments de l'unité de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Chantal et Ouma, témoignage. Il s'agit de Soro Alassane et de Barry Draman, qui ont été appréhendés par l'unité de lutte contre le grand banditisme dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué. Barry Draman serait le cerveau d'un redoutable gang de braqueurs longtemps recherchés par la police. Ces 2 malfrats de nationalité burkinabé disent opérer sur 2 axes routiers du Nord, l'axe Ouangolodougou-Mangodara, frontière du Burkina Faso dans la région du Poro, et l'axe Korogo-Kanawolo-Niakara dans les régions du Poro et du Hambol. C'est dans un trou que ces individus cachaient leur arsenal dans les encablures de la ville de Niakaramadougou, à 90 km de Korogo, leur lieu de résidence. Niakaramadougou est une ville reconnue pour son fort taux de braquage du fait du mauvais état routier,
Du fond de ce trou, les éléments du commissaire Dako ont extrait un immense sac contenant des armes et des munitions de guerre. Au domicile de ces braqueurs, un carton de drogue synthétique a été également découvert. À Korogo, l'arrestation de ces deux malfaiteurs a soufflé un vent de soulagement au sein des populations, particulièrement dans le milieu des transporteurs. Leur arrestation est le fruit de l'étroite collaboration entre population et forces de défense et de sécurité. Ces deux individus ont été mis à la disposition du parquet du tribunal de Korogo pour répondre de leurs actes. Ils ont 4 autres complices qui sont activement recherchés. Autre chose à présent, le nouvel ambassadeur de la Grande-Bretagne, Joséphine Gold, s'est entretenu avec le président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, ensemble. Ils ont parlé de relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne. C'était sur place à Daoukro. Notre reporter Herman Guivet y était, son compte-rendu. C'est sur le coup de 11h15 que le nouvel ambassadeur de Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire fait son entrée dans la cour de la résidence du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Joséphine Gold et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, ont échangé sur des questions d'ordre général, la politique, l'avenir des relations de coopération entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. On a échangé sur la situation actuelle dans le pays. On a partagé un peu nos regrets pour les derniers problèmes avec certains éléments de les militaires. Mais aussi on a parlé beaucoup de les bonnes perspectives pour la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence et surtout de les grands secteurs agricoles et les transformations énergétiques qui sont en train d'être faites. Et c'est un domaine dans lequel la Grande-Bretagne est assez impliquée. Mon rôle, c'est de présenter un peu la Côte d'Ivoire à les entreprises britanniques et de chercher de les encourager pour attirer aussi les entreprises à venir en Côte d'Ivoire, à découvrir les opportunités qu'il y a ici. Pour rappel, les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne sont excellentes. Plusieurs visites réciproques de haut niveau marquent d'une empreinte indélébile l'excellence de ces relations. Plusieurs accords existent entre la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne, notamment dans les domaines aériens et de la protection des investissements. Et sur place en Grande-Bretagne, on peut dire que le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a franchi ce mercredi une nouvelle étape. Les 650 élus du Parlement britannique ont adopté en première lecture un projet de loi donnant à la Première ministre, Theresa May, les pouvoirs de lancer la procédure de divorce avec l'Europe 7 mois et demi après le vote des Britanniques sur le Brexit. La Somalie a un nouveau président. Mohamed Abdullahi a été élu ce mercredi au second tour par les parlementaires. Ce scrutin qui a enregistré 22 candidats marque la fin d'un processus électoral maintes fois retardé et entaché de nombreuses accusations de corruption, mais surtout de manipulation. Alexis Ouedraogo. Au départ, 24, ce sont finalement 22 candidats dont le président sortant Hassan Sheikh Mohamoud qui était en lice pour cette élection. Particularité de ce scrutin qui voit la victoire de l'ancien Premier ministre Mohamed Farmajo, ce sont les parlementaires, 275 députés et 72 sénateurs qui ont été appelés aux urnes. Au cours de la journée, la sécurité a été renforcée dans la capitale Mogadiscio, notamment à l'aéroport dont l'un des hangars a servi de salle de vote. Le pays craignait un attentat, l'une des raisons d'ailleurs de l'abandon du suffrage universel direct depuis 2015. Selon le classement 2016 de Transparency International, la Somalie reste le pays le plus corrompu au monde. Élu avec 184 voix contre 97, le nouveau président entend en faire son plus grand combat. La Somalie, il faut le souligner, est plongée depuis près de 3 décennies dans le chaos et la violence entretenue par des milices claniques et des groupes islamistes. La dernière élection véritablement démocratique remonte à presque 50 ans, en 1969. Les révélations du canard enchaîné autour du supposé emploi fictif de Pénélope Fillon embrasent le candidat de la droite pour la présidentielle après ses excuses. Quel sera donc son avenir politique? Le docteur William Aboulon, politologue, fait une analyse de ces révélations, un élément présenté par le service politique avec Sidonie Davila.
Comment reprendre la main et se relancer dans la course? C'est certainement ce but visé par François Fillon au cours de sa sortie médiatique de ce lundi. Un exercice à l'issue improbable selon le docteur Aglonon. Il a essayé de se relancer, mais je pense que même si la justice en arrivait à lui donner raison, c'est une affaire qui va au-delà de la justice parce que le tribunal le plus impitoyable, c'est le tribunal populaire. Aujourd'hui, les Français lui en veulent, les gens se sentent trahis et même si demain il était innocenté, je pense que sa carrière politique prend un coup. Juppé a été innocenté, pourtant on voit qu'il a eu du mal à revenir. Pour ce politologue, les excuses du candidat de la droite n'en étaient pas. Il a essayé de minimiser l'affaire en disant « bon, je me suis trompé, ce que j'ai fait n'est pas conforme à la morale, mais je m'en excuse ». Mais je crois que c'est des excuses qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Il sait que les gens ont beaucoup de dossiers sur lui et les gens allaient évoluer progressivement. Donc plutôt que de se précipiter, de s'agiter et de répondre pour se retrouver en porte-à-faux avec de nouvelles déclarations, il a attendu que les gens atteignent un certain sommet, ou que les gens déballent tout ce qu'ils ont sur lui pour commencer à répondre. Je pense qu'il est très lucide sur la situation. Le dossier désormais aux mains de la justice, le risque d'éviction du candidat de la course à la présidentielle est réel et semble plus probable. Il n'aurait pas dû s'imposer ou du moins se leur dire c'est moi ou rien. Je ne pense pas qu'il soit l'homme providentiel et ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je crois que la droite va prendre les décisions qu'il faut rapidement. L'hypothèse d'un plan B que refute Fillon n'est pas à écarter. Les Républicains pourraient être contraints d'opter pour un autre candidat en vue de garder leur chance de reconquête du pouvoir. Des chances sérieusement compromises par l'affaire d'emploi fictif dans laquelle est empêtré leur candidat. Aux États-Unis, le président américain accuse la justice d'être politisée. Donald Trump a dénoncé donc ce mercredi une justice politisée au moment où le sort de son décret migratoire, actuellement suspendu, est entre les mains de 3 magistrats d'une cour d'appel de San Francisco. Cette cour d'appel doit rendre d'ici la fin de la semaine un arrêt très attendu sur son décret migratoire fermant temporairement l'entrée du pays aux citoyens de 7 pays à majorité musulmane. Retour ici en Côte d'Ivoire et direction Soubré dans la région de la Nawa où la première édition Nawa Culture a eu lieu récemment. Il a été essentiellement question de célébrer la diversité culturelle de la région. Issa Yeo. Le festival Nawa Culture en fête pour célébrer la diversité culturelle dans la région de Soubré et de ses environs. Pour cette première édition, 4 départements de la région du Nawa ont pris part à cette fête de réjouissance populaire. Ambiance festive et chaleureuse pendant 5 jours avec des prestations d'artistes, de danse et d'ivoire marionnette. Ce festival ouvre une nouvelle ère pour la culture et la reconnaissance des artistes de la région. Pour le président du conseil régional de la Nawa, ce festival vise à établir un dialogue entre diverses cultures. Alain Richard Donvaï indique également qu'il incarne des valeurs de solidarité, de partage et du vivre ensemble. Avec le festival Nawa Culture en fête, le conseil régional de la Nawa célèbre la culture en valorisant la richesse de la création contemporaine et traditionnelle. Il a permis à 1600 enfants de repartir chez eux avec des cadeaux. C'est avec un moment de prière pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire que nous allons refermer ce journal. À Bouna, ils ont tous souhaité la cohésion sociale dans le pays. Le témoignage de Abou Sanogo. Grande mosquée de Bouna. Les imams des 4 départements de la région de Bounkani ensemble pour soutenir